montée et rotor à barrière de flux. Pour ce type d'application, pour une machine de petit diamètre, la machine rotor segmenté peut vraiment concurrencer la machine à barrière de flux. À droite, ce sont des couples des 3 machines en fonction des différents courants. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple d'utilisation d'outils utilisés pour différentes topologies de machines, mais il n'y a pas que les espaces, l'enveloppe de coupe vitesse. On peut aussi, par exemple, regarder l'influence de la commande sur des différents critères électromécaniques. Par exemple, ici, dans ce slide, on va voir l'influence de la variation de l'onde de commande sur le couple ainsi que le facteur de puissance. Avec le même outil, donc on peut produire ce type d'ABAC qui permettra, par exemple, cet ABAC permettra de donner une indication de gain ou des pertes en couple et facteur de puissance en fonction de cette commande. Donc, un exemple. Déjà, je vais vous expliquer les abscisses. En X, c'est l'onde de charge qu'on va varier. À droite, c'est l'axe de couple. Et à gauche, c'est la facteur de puissance. Donc, en trait pointillé, ce sont des couples. Donc différentes couleurs représentent les différents niveaux de courant. Et les traits pleins, ce sont des facteurs de puissance. Et différentes couleurs représentent des différentes vitesses. Prenons un exemple, un point de fonctionnement, un couple de 0,2 Nm à 6000 tours minute. Ça représente ces 2 points violets. Donc, vitesse 6000 tours minute, très plein, couple 0,2 Nm, ici, cette ligne-là. Donc, avec un onde de charge de 45 degrés, on se retrouve sur cette ligne violette qui nous donne donc un courant en vert à 30 ampères et un facteur de puissance par conséquent à 0,8. Donc, cet ABAC est utilisé, par exemple, on pourrait tenter de changer l'onde de charge pour 75 degrés qui nous donne en résultat un gain ici en facteur de puissance d'à peu près 0,1 qui est plus de 10%, mais bien sûr au détriment du courant, où ici on voit que le courant, au lieu d'être 30, il est maintenant à plus de 40. Bon, bref, mais l'utilité de l'outil, c'est de fournir un outil au concepteur ou même à l'utilisateur de regarder les degrés de liberté qu'il a avec une machine pour pouvoir utiliser sa machine en fonction d'une application donnée. Ça, on a vu l'influence, les interactions entre les critères électromécaniques, donc l'influence de l'onde de charge. Cette fois-ci, c'est l'influence de résistance sur l'enveloppe de couple vitesse qui est plus critique que celle d'avant, surtout parce qu'on voit qu'avec l'augmentation de résistance qui est représentée par différentes couleurs, on peut avoir des chutes des espaces couple vitesse qui est très important. Donc pour ça, on peut aussi, par exemple, proposer le même type d'ABAC qu'auparavant, mais cette fois-ci, en fonction, en abscisse X, en fonction de variation de résistance, on retrouve en trait pointillé les limites de vitesse maximale qu'on peut aller, ainsi qu'en trait plein, les facteurs de puissance correspondants. Donc, rappelons que dans un environnement multiphysique où la température est très élevée, la résistance de la machine elle-même dépend directement de la température. Donc, ceci nous force, par exemple, un exemple dans le slide ici, pour une température de 20 degrés et une température de 150 degrés, on voit la différence des enveloppes coupe vitesse qui sont très importantes. Et donc, cette dépendance de la température nous force donc de faire une étude thermique précise et pertinente. Avec ce constat, donc, je vais vous présenter
à partir de maintenant, le comportement thermique de la machine, modélisation thermique de la machine. Pour la modélisation thermique de la machine, on avait choisi des modèles à constant localisé, premièrement à cause de son simplicité de pouvoir discrétiser la machine en forme simple de type cube ou cylindrique. Puis ensuite, on peut calculer de la résistance thermique et capacité thermique. À droite, je présente la discrétisation de la machine synchroreluctante prototype qu'on a au laboratoire. Et ici, avec des flèches rouges, ce sont des flux de chaleur qui ont été pris en compte. Donc il y a des flux de chaleur radial, orthoradial et axial qui ont été pris en compte. Suite à cette discrétisation, on a abouti à un modèle de l'ensemble de la machine comme présenté dans la figure à gauche. Donc les résistances de chaque élément ont été calculées avec des formules présentées précédemment, à l'exception de quelques paramètres de résistance thermique qui doivent être calculés différemment. Par exemple, le plus difficile, la résistance de la surface extérieure qui ont été identifiées expérimentalement. Après, il y a aussi la résistance de contact qui ont été calculées avec l'épaisseur R équivalente et la résistance des parties des éléments ferromagnétiques a pris en compte aussi l'effet de l'empilement. Et dernièrement, la résistance de l'encoche ont été calculées avec une méthode d'homogénéisation. Cette modèle donc a été validé avec l'expérimentation. Ici, je présente la courbe de l'expérimentation comparée avec des modèles simulés. Donc avec cette validation, on conclut que le modèle est précis et robuste. Donc, on peut donc maintenant utiliser le modèle pour des études de sensibilité des paramètres de la machine. L'étude de sensibilité de la machine. Donc, l'étude de sensibilité de la machine ont été faites premièrement pour essayer de censer quels paramètres qui sont prépondérants, qui influent le plus l'échauffement de la machine. Ces études de sensibilité ont été faites que sur les résistances thermiques, pas les capacités. Et ici, sur l'histogramme ici à droite, on ressort deux éléments, deux paramètres qui influent le plus l'échauffement de la machine, qui est en premier la résistance vers l'extérieur et deuxièmement, c'est la résistance de l'encoche. Et ce qui est très intéressant qu'on avait trouvé aussi, qu'on avait découvert aussi, c'est que ces deux résistances influent la courbe d'échauffement de la machine de la façon différente. La résistance thermique de l'extérieur de la machine influe surtout la courbe d'échauffement à partir d'un certain moment. Donc, ils modifient la forme de la courbe d'échauffement vers la fin de la courbe, alors que la résistance de l'encoche, il modifie la courbe d'échauffement dès le début. Il a un effet de translater la courbe d'échauffement de la machine. Donc on voit qu'à partir d'un certain moment, c'est la résistance extérieure qui ont beaucoup d'influence sur la courbe d'échauffement, et au début, avant un certain moment, c'est plutôt la résistance de l'encoche. Donc, avec ce constat-là, on peut donc, en fonction du type de cycle, proposer des méthodes d'amélioration. Par exemple, pour une utilisation de machines de ce type, avec un cycle court, on sait qu'il faut plutôt agir sur la partie début de transitoire.
Donc il faut donc agir sur la résistance de l'encoche. Pour le refroidir, donc des pistes qu'on peut donc faire, ce sont des refroidissements, par exemple, des refroidissements par augmentation de facteurs de remplissage et remplissage de l'encoche avec résine. Ici, une courbe qui évalue l'effet d'augmentation de facteurs de remplissage et remplissage de résine sur l'échauffement de la machine. De l'autre côté, si l'utilisation est plutôt longue ou l'effet de la variation de température, l'effet de la variation de résistance extérieure commence à influencer, là, le refroidissement donc, doit être fait sur la partie extérieure. Ceci peut être fait par exemple en augmentant la surface de contact avec l'air, comme souvent est fait avec des ailettes, ou bien ventilation ou refroidissement par la surface. Donc ici, on voit qu'en fonction de l'utilisation, il vaut mieux travailler soit, si c'est cycle court, on travaille sur le refroidissement de l'intérieur. Si c'est un cycle long, ce n'est pas la peine de travailler à l'intérieur, il vaut mieux travailler de l'extérieur. En évoquant la notion de cycle, sachant que en se rappelant de l'application d'embrayage, c'était une application avec des périodes d'utilisation très très courtes. On pense qu'il est très important de vérifier la précision du modèle en début de partie transitoire. En zoomant la courbe ici à gauche, c'est la courbe d'échauffement de la machine que j'ai montré pendant la phase de validation tout à l'heure. On s'est rendu compte qu'entre la courbe entrée pointillé, le modèle, et la courbe entrée plein, la mesure de température prise par thermocouple, il y a une différence de température. Ceci, on pense aussi, est venu de l'incertitude sur la thermocouple qui peut venir de deux causes. Premièrement, la constante du temps de thermocouple elle-même, et deuxièmement, la façon dont on colle le thermocouple sur la partie où on veut mesurer la température. Pour résoudre ce problème, donc, on a proposé un modèle de compensation d'erreur du thermocouple. Ceci consiste à rajouter un circuit RC au point où on va mesurer. Par exemple, ici, la mesure a été faite au niveau des températures de bobine. Rajouter un circuit RC avant d'aller mesurer la température. Donc, avec cette méthode, on a trouvé qu'entre petit pointillé, on peut donc rapprocher la simu qui était tout à l'heure en grand pointillé à la courbe très plein, les résultats mesurés par le thermocouple. Donc, dans cette partie, on montre que c'est très important d'installer, premièrement, installer correctement le thermocouple. En deuxième partie, si on ne peut pas faire ainsi, comme dans notre cas, où le thermocouple est inséré dans la bobine qui est lui-même dans l'air, dans l'encoche, la prise en compte de ces constantes de temps de thermocouple peut être très important, surtout en cycle court, comme démontré ici. Dernièrement, donc, on a confronté cette modélisation à un cycle de fonctionnement type automobile. Un cycle WLTP, un cycle standard WLTP ont été choisis. Ici, la courbe à droite, en bleu, c'est la vitesse, la variation de vitesse en fonction du temps. C'est un cycle C3, c'est un cycle le plus contraignant qu'on avait choisi.